Chers étudiants, bonjour. Nous présentons aujourd'hui un chapitre introductif à la recherche opérationnelle. Ce chapitre permettra de délimiter le champ de la recherche opérationnelle et surtout pour un chapitre introductif, de voir un peu et de comprendre les implications pédagogiques de ce cours-là. Ce chapitre sera organisé autour d'un certain nombre d'axes. Le premier axe, nous allons présenter de manière très résumée la recherche opérationnelle. Il ne s'agira pas de faire l'histoire ou l'historique de cette discipline, mais au moins de situer, si vous voulez, les grands repères. Le deuxième axe sera consacré à la recherche opérationnelle en tant qu'outil de décision. Le troisième axe sera consacré à la grande question de la modélisation des problèmes de décision ou des problèmes de gestion, puisque, comme vous le savez, la gestion, c'est la science de la décision, avant tout. Le quatrième axe va nous permettre un peu de revenir sur la recherche opérationnelle pour voir sa nature spécifique, que je qualifie de discipline carrefour. Et j'expliquerai après ce que j'entends par discipline carrefour. Enfin, le dernier axe sera consacré un peu aux exigences pédagogiques, c'est-à-dire à la méthodologie qui sera déployée par le professeur Khalid Mlih et par moi-même dans le cadre de cet enseignement. Alors, une présentation rapide donc, de la recherche opérationnelle. Tous ceux qui se sont intéressés à la recherche opérationnelle ont essayé de situer un peu ses origines. Mais beaucoup d'auteurs sont d'accord sur le fait que la recherche opérationnelle a tout d'abord été mise au point, ou les techniques de recherche opérationnelle, après ça va être structuré comme cours, ont été mises au point pour répondre aux besoins du secteur militaire. C'est dans le cadre un peu de ce secteur-là qu'un certain nombre d'efforts ont été entrepris pour fournir aux décideurs les voies et les moyens qui leur permettent d'optimiser l'utilisation de ressources rares ou limitées. On est dans le monde de l'économique, la rareté et la limitation de ressources, et de réaliser leurs objectifs particuliers sur la base d'une maximisation du rendement des ressources qui sont disponibles. Et c'est suite à la fin, au lendemain de la guerre mondiale, que beaucoup d'ingénieurs ont intégré le monde de l'entreprise et ont apporté avec eux leurs outils de travail, notamment les méthodes qu'ils utilisaient. La recherche opérationnelle prend également un certain nombre d'autres appellations. Certains l'appellent technique quantitative de gestion, d'autres parlent plutôt d'aide à la décision, d'autres de mathématiques appliquées à la gestion, mais dans tous les cas, et quelle que soit l'appellation, la recherche opérationnelle s'est imposée comme un puissant outil d'aide à la décision. Deuxième axe, la recherche opérationnelle et la question de la décision. Alors, le décideur, quel que soit le type de décideur et le type de décision à prendre, et quel que soit le contexte organisationnel dans lequel la décision est prise, le décideur est toujours confronté à une multiplicité de solutions et d'attentes. Multiplicité de solutions parce que nous partons du fait qu'il n'y a pas une seule solution à un problème, quel qu'il soit. Prenez un problème, par exemple, d'une baisse continue du chiffre d'affaires d'une entreprise, eh bien, il n'y a pas une seule cause. Il n'y a pas une seule cause, comme il n'y a pas une seule solution. Certains voient dans la baisse continue du chiffre d'affaires un problème lié à la fonction commerciale. C'est les commerciaux qui ne sont pas suffisamment agressifs et donc chercheraient la solution dans le commercial. D'autres voient la cause dans peut-être la production, la qualité du produit, et pourraient être tentés de chercher la solution au niveau de la fonction production. D'autres trouveraient la cause externe carrément à l'entreprise,
c'est-à-dire apparition d'un concurrent plus performant et chercherait la cause au niveau de la stratégie, etc. Donc c'est dire qu'un problème de gestion n'a pas une seule cause et il n'y a pas une seule solution. Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire. Le one best way n'existe pas. Donc le décideur généralement confronté à une multiplicité de solutions et d'attentes. Les attentes sont nombreuses. Elles sont celles de l'entreprise, ça va de soi, mais elles sont également celles des parties prenantes à l'entreprise. Et le décideur, dit autrement le gestionnaire, doit tenir compte, doit prendre en considération ces attentes. Donc en tout état de cause, le décideur a besoin d'une méthode pour choisir la meilleure solution. Nous sommes dans le raisonnement, encore une fois, économique, pour ne pas dire microéconomique, dans lequel on cherche la meilleure solution. On cherche à optimiser et je vais essayer un peu de relativiser cet aspect-là vers la fin de cette présentation. L'objet de la recherche opérationnelle, donc, peut être défini comme une collection de techniques issues du champ des mathématiques appliquées, très important, et ça va nous renseigner sur la nature spécifique de cette discipline et sur les exigences de l'enseignement. Donc, la recherche opérationnelle, c'est une collection de techniques issues du champ des mathématiques appliquées, destinées à représenter des situations, c'est des situations de gestion. Dans ces situations, un ou plusieurs acteurs, donc on peut avoir un décideur, tout comme on peut avoir plusieurs décideurs à la fois. Là aussi, c'est des aspects sur lesquels j'insiste maintenant et que je vais reprendre en détail par la suite et que nous reprendrons, mon collègue Benmouliah et moi-même, tout au long de ce cours-là. Donc, un ou plusieurs acteurs ont un certain nombre de choix à effectuer. Et là, ça vous renvoie à la notion de décision. La décision produit des choix et à guider ces acteurs dans leurs décisions de façon qu'ils satisfassent au mieux un ou plusieurs critères tout en respectant un ensemble de contraintes prédéfinies. Nous sommes dans le monde de l'économie et dans ce monde-là, tout acte est contraint. Contraint par des attentes, contraint par la limitation de ressources, etc. Je reprends, s'il vous plaît, cette première définition de la recherche opérationnelle. C'est donc une collection de techniques issues du champ des mathématiques appliquées, destinées à représenter des situations où un ou plusieurs acteurs ont un certain nombre de choix à effectuer et à guider ces acteurs dans leurs décisions de façon à ce qu'ils satisfassent au mieux un ou plusieurs critères, maximiser le chiffre d'affaires, maximiser la marge sur coût variable, minimiser un coût total. Tout ça, c'est des critères de décision, c'est-à-dire des aspects, des éléments qui vont guider, qui vont orienter le décideur et qui vont orienter les choix faits par ce décideur. Donc, au mieux, un ou plusieurs critères, tout en respectant un ensemble de contraintes. Encore une fois, nous travaillons dans le monde de l'économique. La recherche opérationnelle, c'est un outil d'aide à la décision. D'ailleurs, dans certaines appellations, pour certains auteurs, ils ne parlent pas recherche opérationnelle, ils parlent plutôt outil d'aide à la décision ou bien tout simplement aide à la décision. La décision, de façon très simplifiée, très ramassée, la décision, c'est un choix ou des choix de l'action à entreprendre. La décision, c'est le choix de l'action à entreprendre. On parle également le choix d'option. On dit également choix de solution. Bref, la décision, c'est le choix de l'action, c'est le choix de l'option ou bien c'est le choix de solution à apporter un problème. La prise de décision est un acte de gestion. Un gestionnaire est avant tout un décideur. Donc la prise de décision est un acte de gestion qui suit un processus. Donc la décision se fait selon un processus, c'est-à-dire un ensemble d'étapes articulées, coordonnées, ordonnées en vue d'un objectif. Donc la prise de décision est un acte de gestion qui suit un processus
et produit un système de relations complexe qui relie des éléments de nature subjective, parce qu'à la base, il y a un être humain qui est le décideur, qui est le manager ou le gestionnaire. Et donc, impérativement, la décision sera impactée par ses choix, par ses valeurs, par ses logiques de comportement. Donc, il y a des éléments subjectifs et il y a des éléments de nature objective et qui sont liés aux caractéristiques de l'action. Je peux représenter de manière très schématique le processus décisionnel. Donc nous sommes sur un processus, donc une séquence, un ensemble d'étapes avec un timing, ça va de soi, avec une logique d'articulation. Ce processus, il va consommer un ensemble d'inputs, essentiellement des données et des informations. Le processus de décision consomme des informations et va produire comme output, il va produire des choix. Faire ou ne pas faire. Classer quand on a plusieurs choix, quand on a à choisir parmi plusieurs éventualités, on procède à un classement avant de faire le choix définitif. Quand je dis que c'est un processus, donc le résultat ou l'output dépend à la fois de la nature de ce processus, et pour le moment, je dirais que ce processus pour nous, c'est une sorte de black box, une boîte noire. On ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est un processus technique, technico-économique, politique, social, affectif, etc. Donc, on ne prête pas d'attention à ce qui se passe à l'intérieur, c'est une boîte noire pour nous, mais on s'intéresse à la fois aux inputs et aux outputs. Quand je dis que le processus décisionnel commence par la collecte d'informations, là c'est une étape importante, une étape cruciale, parce que d'une manière ou d'une autre, ce processus et ses résultats vont dépendre de la nature, de la qualité, du coût de l'information. Et ça va impacter, bien sûr, le choix. Et retenez ça bien, s'il vous plaît, parce que c'est un aspect essentiel au plan de la pédagogie d'enseignement de la recherche opérationnelle. La nature, la disponibilité, la qualité et le coût de l'information vont nous indiquer de manière évidente, à côté un peu de la nature du problème qui est posé, le type d'outils et le type de modèle de recherche opérationnelle à appliquer. Donc nous sommes sur une méthode, ou un ensemble de méthodes, ou bien une discipline qui va permettre un peu de prendre en charge le processus décisionnel. Et du coup, donc, la recherche opérationnelle offre aux gestionnaires, aux managers, une démarche et un ensemble de méthodes qui permettent de modéliser les problèmes de décision. Et quand on aborde la question de la modélisation, on est dans la simplification, pour ne pas dire dans l'abstraction. Parce que un problème de gestion, quel qu'il soit, quelle que soit son importance, est un problème complexe. Bien sûr, le degré de complexité varie d'un problème à un autre, mais il est en tout état de cause, il est complexe. Or, moi modélisateur, moi décideur, je ne peux pas aborder la complexité de manière frontale sans que je puisse la réduire quelque peu, l'abstraire, et c'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc un problème de gestion, quel qu'il soit, qu'il relève de la fonction de production, de la fonction commerciale, de la fonction logistique, de la fonction financière et j'en passe, doit tout d'abord être modélisé, c'est-à-dire réduit, c'est-à-dire abstrait. J'insiste beaucoup sur ça, tout en ayant en tête un message très fort d'un de mes professeurs qui disait que si quelqu'un me dit « Monsieur, votre modèle est faux », ça veut dire qu'il n'a rien compris au modèle parce que le modèle est par définition faux. Faux dans ce sens qu'un modèle
c'est toujours une réduction de la réalité. Et ce que nous allons faire dans le cadre de ce cours, c'est vous présenter un ensemble de méthodes, un ensemble de techniques qui vous permettent de modéliser un problème de gestion. Un modèle, au sens mathématique bien sûr du terme, c'est un ensemble de relations entre variables. Donc passer, comme on va le voir, d'un texte, d'une page, de 2 pages, à un modèle réduit de 4, 5, 6 équations. Voilà. Et là, il n'y a pas d'algorithme pour modéliser un problème. On ne peut modéliser que si on maîtrise, on sait ce qu'on cherche, on maîtrise le problème et on maîtrise les outils de recherche opérationnelle. Et je l'espère, tout au long de ce cours, voilà un peu, sur le plan pédagogique, un des objectifs pédagogiques de notre cours. C'est de vous amener à comprendre les problèmes de décision, à bien les comprendre pour bien modéliser, et après à résoudre. Autant pour la résolution, il y a beaucoup d'algorithmes mathématiques, mais pour la modélisation, il n'y a pas d'algorithme. On ne modélise que ce qu'on a compris. Donc, quelques éléments sur la modélisation des problèmes de décision. Alors, les décisions dans le contexte de l'entreprise sont nombreuses et variées. Elles varient en fonction de considérations internes à l'entreprise, elles varient en fonction de considérations externes à l'entreprise, elles varient également en fonction des considérations subjectives liées pratiquement à l'acteur. De façon très résumée et très schématisée, je dirais que la décision, on a 2 familles de décisions. Vous avez des décisions monocritères, c'est-à-dire des décisions dans lesquelles un seul indicateur résume toutes les attentes auxquelles l'option recherchée doit répondre. Moi, directeur de production, moi, manager d'une entreprise, je cherche à minimiser le coût total de production. Donc, j'ai un seul critère que je vais formaliser sous ce qu'on appelle, par exemple, dans le cadre de la programmation linéaire, déjà le premier chapitre, que je vais formaliser sous la forme d'une fonction objectif. Une fonction traduisant l'objectif à atteindre. Mais là, c'est un seul critère. Tout comme on peut avoir des décisions multicritères, c'est-à-dire dans lesquelles on utilise plusieurs critères à la fois. Et vous convenez avec moi que l'approche monocritère est une approche un peu limite. Quel que soit le type de décision, quelle que soit la taille, il y a toujours beaucoup de facteurs qui interviennent, et donc beaucoup de critères qui entrent en jeu, mais on est obligé de passer sur le plan pédagogique par ce type de simplification. Donc on a 2 types de décisions, des décisions monocritères et des décisions multicritères. De plus, une décision est prise dans un environnement. Et donc, impérativement, les inputs du processus décisionnel, à savoir les données, les informations, le processus lui-même et les outputs, c'est-à-dire les choix, vont dépendre de l'environnement dans lequel la décision est prise. Et là également, de manière assez schématique, je pourrais dire que la décision peut être prise, ou bien est prise, dans 5 types d'environnements. 5 types d'environnements possibles. On peut distinguer 5 types d'environnements. Le premier, je dirais le plus simple, largement développé en microéconomie, en économie et en gestion, c'est l'univers déterminé. C'est-à-dire que le décideur a sans difficulté, sans coût, sans concurrence, à l'information dont il a besoin. Là aussi, un cas très limite. Ça peut être, jusqu'à une certaine mesure, c'est peut-être valable pour des décisions à caractère technique, et encore. Le deuxième type d'environnement, c'est l'environnement ou l'avenir probabilisable. La décision peut être prise dans un avenir probabilisable. Moi, directeur financier, j'envisage, par exemple, je ne sais pas moi, de réaliser un investissement. Eh bien, le résultat de cet investissement, ce qu'on appelle le retour sur investissement, va dépendre de la qualité d'information que j'ai mise comme input. Or, cette information, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne connais pas la réaction des marchés. Je ne connais pas l'évolution des cours. Je ne connais pas beaucoup de choses. Et donc là, même si on ne la connaît pas,
on peut évaluer sur la base de probabilité. On peut probabiliser les différents états, par exemple, du marché de demain. Troisième environnement type, c'est l'environnement indéterminé. Là, on ne peut pas justement affecter des probabilités données à un état donné. Quatrième type d'environnement, où il est là, l'environnement hostile. Je pense, par exemple, à une stratégie marketing. Aujourd'hui, par exemple, l'entreprise va décider, je ne sais pas moi, de développer sa part de marché, d'étendre son marché. Et comme le marché, c'est un gâteau que se partagent tous les concurrents du secteur, eh bien, toute action d'une entreprise va susciter une réaction de son concurrent. Et donc là, la décision est prise dans un univers hostile. Enfin, dernier type d'environnement, c'est l'environnement moral. L'environnement moral, bon, je l'ai cité ici pour avoir un peu toute la palette des environnements possibles du processus décisionnel, mais là, on ne va pas le rencontrer, on ne va pas rencontrer cet univers, parce qu'il est difficilement, tout simplement, il est difficilement formalisable ou modélisable. Je pense par exemple à quelqu'un qui décide de faire un don à une association. Difficile de modéliser. Par contre, l'univers déterminé, l'avenir probabilisable, l'avenir indéterminé, l'avenir hostile, ce sont des contextes d'univers du processus décisionnel ou bien du décideur. Et donc, qui vont déterminer en amont la qualité de l'information, qui vont déterminer le déroulement du processus et qui vont déterminer par la suite l'output. Donc les environnements de la décision, juste un peu pour reprendre le petit schéma. Donc dans un avenir déterminé, les données sont connues avec certitude. Je vais maximiser le chiffre d'affaires. Eh bien, je connais parfaitement le prix. Je connais les coûts, etc. Je connais l'état du marché. Je connais bien sûr des choses qui sont internes, mes capacités, mes ressources, etc. Donc tout est déterminé. Et plus que cela, on considère que tout est stable. Il n'y a pas de variation. Parce que s'il y a risque de variation ou bien incertitude sur les données ou sur les informations, nous serons peut-être par la suite amenés à compléter notre effort premier par un autre effort consistant à analyser la sensibilité du résultat à la variation de tel ou tel paramètre qu'il a déterminé. Là, pour l'avenir déterminé, les données sont connues avec certitude et les conséquences de la décision sont prévisibles, sans grand risque d'erreur. On parle à ce propos de l'exploration du possible. On parle d'exploration du possible, c'est ce que permet par exemple la programmation linéaire que l'on va introduire la prochaine fois. Les algorithmes et les outils issus de la recherche opérationnelle sont largement utilisés dans ce type de décision. C'est le cas notamment des décisions qui font intervenir d'importantes considérations à caractère technique. Je peux déterminer la durée de vie d'un équipement, je peux déterminer sur la base d'un certain nombre d'informations préalables ou bien de processus préalables, déterminer le coût de fabrication, la durée d'utilisation de l'équipement, la consommation d'énergie, etc. etc. Bon, c'est des données techniques plus ou moins prévisibles et avec un degré assez élevé de certitude. Deuxième environnement, c'est la décision en avenir probabilisable. Dans ce cas-là, le décideur ne connaît pas avec certitude les réactions de l'environnement, mais peut attacher diverses hypothèses à un degré, à diverses hypothèses, un certain degré de probabilité satisfaisante. Je peux déterminer par exemple ce que serait le marché, ou comment évoluerait le marché, ou bien comment se comporteraient les consommateurs quand je suis par exemple en train d'étudier un projet de lancement d'un produit donné. Voilà un type de décision prise dans un avenir probabilisable. Je n'ai pas les données avec certitude, mais je peux les estimer. Troisième type d'environnement, c'est l'avenir indéterminé. Dans ce cas-là, plusieurs réactions de l'environnement, ou ce qu'on appelle les états de la nature, sont concevables sans qu'on puisse définir pour chacune un degré satisfaisant de probabilité. Donc, difficile de calculer les probabilités.
On peut, à la limite, ce qu'on fait par exemple dans certaines méthodes de recherche opérationnelle, par exemple la théorie des jeux, on peut supposer qu'il y ait équiprobabilité des différents états. On peut estimer un coefficient d'optimisme. La décision dans un avenir hostile, ou ce qu'on appelle décision contre une volonté antagoniste. Dans ce cas-là, le décideur doit tenir compte de la réaction d'agents conscients dont les intérêts s'opposent aux siens. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Une entreprise qui décide du coup d'augmenter sa part de marché, eh bien, impérativement, elle va susciter la réaction des concurrents. Parce que l'enjeu ici est le partage du marché. Et donc, action, réaction. Décision, réaction. C'est le cas notamment de la concurrence entre plusieurs entreprises pour le partage du marché. Décision dans un avenir moral, là, comme j'ai dit tout à l'heure, elles échappent, c'est des décisions qui échappent à la logique mathématique. J'ai pris le cas ici de quelqu'un qui veut faire un don à une association, décider de faire un don à une association, décision de voter pour quelqu'un, pour le représenter au niveau local ou bien au niveau national. Là, si vous voulez, la subjectivité du décideur marque profondément le processus décisionnel. L'application des outils mathématiques aux problèmes de décision requiert une démarche que l'on peut ramener à 4 étapes selon Herbert Simon, un prix Nobel des sciences économiques durant les années 60, 67 si j'ai bonne mémoire. Herbert Simon, c'est le père un peu de la rationalité limitée par rapport à la rationalité totale qui est celle des microéconomistes. Pour eux, l'agent économique, le producteur ou le consommateur sont rationnels parce qu'ils sont également informés, parce qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir, etc. Et donc, on pouvait optimiser la rationalité totale, alors que Herbert Simon a montré, s'est attelé même à montrer que le monde de l'entreprise n'est pas le monde de la rationalité totale, mais plutôt la rationalité limitée, ne serait-ce que parce que l'information n'est pas disponible, n'est pas également disponible pour tous les acteurs. Donc l'application des outils mathématiques aux problèmes de décision requiert une démarche que l'on peut ramener à 4 étapes selon Herbert Simon. Et Herbert Simon, c'est également, pour soutenir sa thèse sur la rationalité limitée, il est le père un peu du modèle IMC. C'est-à-dire que tout processus décisionnel respecte un certain nombre de phases. La première phase, c'est l'intelligence du problème à résoudre. Il faut tout d'abord comprendre le problème, s'informer suffisamment sur le problème. Deuxièmement, IM, c'est la modélisation. Une fois qu'on aura bien compris le problème à résoudre et donc les attentes, on modélise. Et troisièmement, c'est les choix. Nous reviendrons sur ces aspects. Donc, pour Herbert Simon, construire un modèle mathématique répondant aux conditions imposées par l'outil retenu et qui en même temps souligne les facteurs principaux entrant en jeu de la situation à analyser. Donc là, on n'est pas dans la rationalité totale. Deuxièmement, obtenir par des méthodes empiriques des valeurs estimées des différents paramètres qui caractérisent la situation dont le modèle donne une image. Le modèle donne une image de cette situation. Troisième étape, définir la fonction objectif. Quel est l'objectif de la décision? Quel est ce problème à résoudre? Quel est ce besoin à satisfaire, etc. Donc, définir la fonction objective qui sera utilisée comme mesure pour comparer les mérites des différentes actions possibles de la direction. Et enfin, faire les calculs prévus pour déterminer la suite d'actions qui optimise la fonction objectif pour les valeurs estimées des paramètres. Si je peux synthétiser tout cela et revenir un peu au modèle de base de Herbert Simon, donc tout d'abord, première étape, l'intelligence, c'est-à-dire une bonne compréhension du problème à résoudre et de son contexte, et donc un effort au plan de l'information. Deuxièmement, la modélisation, c'est-à-dire réduire le problème à un modèle.
Troisième étape, la résolution. Là, on peut utiliser la logique et les algorithmes mathématiques, ce qui nous permet de faire un choix, donc de décider. Et avant d'arriver à la décision, quand on résout un modèle mathématique, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une mathématique, on obtient un scalaire, on obtient un vecteur, on obtient une matrice. Et il va falloir, pour soutenir les choix, il va falloir faire le feedback, revenir sur le problème. Ce que j'appelle interpréter de manière opérationnelle le résultat mathématique, le résultat, ce qu'on a obtenu comme résultat. Et c'est de là que vient la recherche opérationnelle, à mon sens. C'est le feedback qui permet d'interpréter de façon opérationnelle le résultat, parce que tout le processus de modélisation et de résolution des problèmes, c'est destiné à servir et à aider le processus décisionnel. La recherche opérationnelle, chers amis étudiants, est une discipline carrefour. C'est une décision très particulière. C'est une discipline très particulière. J'ai appelé ça une discipline carrefour, c'est-à-dire qu'elle est quelque part entre plusieurs autres disciplines bien établies. Ce que je schématise de la manière suivante. La recherche opérationnelle, elle est au carrefour des sciences mathématiques. C'est la science de la logique, du calcul, de la modélisation. 1 plus 1 égale 2. Et de l'autre côté, les sciences économiques et de gestion. Et les sciences économiques et de gestion, c'est une science sociale tout d'abord. C'est une science sociale. Et c'est la science ou les sciences de l'action et de la décision. Et vu cette nature très particulière, une discipline, la recherche opérationnelle, qui est quelque part, permettez-moi le terme, coincée entre deux disciplines bien établies, les sciences mathématiques et les sciences économiques, cela va donc avoir des implications importantes au plan de la manière d'enseigner cette matière. Alors, enseigner cette matière, ou l'enseignement de cette matière, comme de toute autre matière, doit être vu selon deux dimensions. La dimension optique et la dimension contenu. Et là, j'ai essayé un peu de résumer dans ce tableau que j'ai emprunté à un auteur. L'optique, pour ce qui est de l'optique, un cours de recherche opérationnelle peut être fait, peut être professé, soit dans une optique mathématique, soit dans une optique gestionnaire. Au plan du contenu, on a deux types de contenu pour le cours. Soit un contenu fait de techniques mathématiques de la gestion, soit un contenu fait de gestion par les techniques. Rapidement, si je croise ces deux dimensions, si je croise ces deux critères, qu'est-ce que j'ai? Lorsque on donne un cours de technique mathématique de la gestion dans une optique mathématique, là on est dans un cours totalement axiomatique. C'est de la théorie pure. Et or, vous convenez qu'on ne peut donner un cours axiomatique, totalement axiomatique, à un auditoire d'étudiants spécialisés en sciences de gestion. Il ne s'agit pas de revenir sur les théorèmes, de les démontrer, etc. etc. Donc là, ça ne fait pas partie un peu de notre méthode pédagogique. Deuxième possibilité, c'est donner un cours avec un contenu de technique mathématique de la gestion, mais dans une optique gestionnaire. Dans ce cas-là, nous avons un cours partiellement axiomatique, ou ce qu'on appelle une théorie vulgarisée. Or, autant je dois vous dire que la vulgarisation n'est pas une tâche aisée, autant je dois souligner qu'on ne peut pas vulgariser.
troisième possibilité, c'est donner un cours de gestion par les techniques dans une optique gestionnaire. Là aussi, ça va nous donner un cours sous forme de catalogue de recettes pratiques. Or, on n'a pas besoin de faire un cours de catalogue parce que chacun des professeurs des différentes disciplines de la gestion, le contrôle gestion, la gestion commerciale, la gestion logistique, il va utiliser des outils. Et donc, il peut faire cela. Il peut donner un cours de gestion par les techniques dans une optique gestionnaire. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est un peu ce qui est ici en vert, c'est-à-dire donner un cours de recherche opérationnelle, premièrement, dans une optique mathématique, mais avec un enseignement à contenu gestion par les techniques. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de faire un cours théorique, de théorie mathématique. Il ne s'agit pas de vulgariser les axiomes et le cours de mathématiques appliqué. Il ne s'agira pas non plus de présenter un catalogue de recettes de techniques ou de recettes pratiques, mais il s'agit de donner un cours de gestion par les techniques, mais dans une optique mathématique. Donc cela va avoir un certain nombre d'exigences, et dans ce cas-là, la mission du professeur sur le plan de la pédagogie va consister à, tout d'abord, emprunter aux mathématiques les concepts et les propriétés sur lesquelles reposent les techniques utilisées par la gestion. Je répète, emprunter aux mathématiques les concepts, les propriétés sur lesquelles reposent les techniques utilisées par la gestion. Deuxième exigence pédagogique, vous montrer à vous, chers amis étudiants, pourquoi ces techniques découlent de ces éléments théoriques et quels problèmes de gestion elles permettent de résoudre. Je ne peux pas traiter de la même manière, utiliser la même méthode de recherche opérationnelle pour un problème de gestion commerciale, pour un problème de choix d'investissement, pour un problème de transport logistique, etc. Donc il y a des méthodes qui sont adaptées au type de problème et aux professeurs de recherche opérationnelle de bien montrer ça parce que ça va vous aider au plan de la modélisation. Et quand on modélise correctement, la résolution et la solution elle a un sens. Finalement, c'est mon dernier slide, finalement, les objectifs pédagogiques sont, tout d'abord, développer chez l'étudiant en gestion la capacité de décrire de manière formalisée un univers qui ne l'est pas. C'est toute la question de la modélisation mathématique. Et c'est des compétences qui nous appartiennent de développer chez vous déjà au niveau de ce semestre. Deuxièmement, développer chez l'étudiant la capacité d'apprentissage du raisonnement mathématique. L'essentiel étant de s'assurer de l'adéquation de la méthode mobilisée au problème étudié. J'insiste beaucoup sur cela. S'assurer de l'adéquation de la méthode utilisée au problème étudié. Enfin, apprendre à l'étudiant à interpréter de façon opérationnelle les résultats obtenus. Voilà, sur le plan pédagogique, voilà notre engagement, notre contrat pédagogique, nous enseignants pédagogues, à propos de ce cours-là. Je vous remercie pour votre attention.